bonjour à tous et bienvenue donc, pour cette présentation sur la gestion des eaux pluviales urbaines qu'on a intitulée La fin du tout tuyau. Donc cette présentation, on va la faire en deux phases. Moi je vais commencer par vous présenter un peu l'historique d'où vient en fait le tout tuyau et pourquoi il faut changer nos pratiques. Et dans un second temps, donc Valentin va lui parler plus de la technique, de comment on fait pour effectuer cette transition. Alors pourquoi le tout tuyau? Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la voie publique et les cours d'eau, c'était des réceptacles en fait, de la pollution. On parlait à l'époque de tout à la rue, on jetait tout vraiment à la rue, que ce soit les ordures ménagères, les déchets des tanneurs par exemple, tous les déchets liés aux carcasses dans les boucheries, dans les poissonneries. Et vous imaginez bien qu'au niveau des nuisances, ça devait pas être ça devait être assez difficile. Les gens du Moyen-Âge, ils craignaient par-dessus tout l'eau et l'air qu'ils disaient corrompus et qu'ils estimaient source de leur malheur. Et évidemment, ça engendrait des épidémies, donc choléra, peste, coqueluche. On a eu cette situation jusqu'au 19e siècle à peu près. Le changement, en tout cas en France, il a commencé à Paris. Suite à la visite de Napoléon III en Angleterre, où il a vu en fait les progrès techniques réalisés à Londres. Parce qu'en fait, à Londres, après l'incendie qui a eu lieu en 1666, il y a eu plusieurs évolutions qui ont amené à un système d'égout qui était assez efficace pour l'époque. Et donc, ça a inspiré Napoléon III, qui a demandé à son préfet, le préfet Haussmann, d'effectuer ses travaux sur la ville de Paris. Et à partir de là, en fait, on a commencé la mise en place des égouts de Paris. Ça a continué avec notamment le préfet Eugène Poubelle, qui lui a mis en place tout ce qui est le système de bac poubelle. Il était aussi précurseur du tri des déchets. Alors, il n'a pas mis en place le tri des déchets, ça c'est venu un siècle plus tard, mais il avait déjà cette idée de dire qu'il faut trier tout ce qui est verre, chiffon, etc. Vous vous dites pourquoi il s'appelle donc Eugène Poubelle, et puis on a aujourd'hui encore le nom poubelle qu'on utilise. En fait, c'est une antonomase. Le nom poubelle, c'était à la base un nom propre qui est devenu un nom commun. Si vous voulez, la population, à la base, elle n'était pas forcément d'accord avec le fait d'imposer le fait d'avoir des conteneurs pour mettre ces déchets dans le site. Et en fait, il y a eu pas mal de critiques, notamment de la presse, ce qui a fait que, avec le temps, on parlait de conteneurs poubelles, ce qui est devenu les poubelles aujourd'hui. L'ingénieur Belgrand, c'est lui qui a donc réalisé le réseau des égouts souterrains à Paris. Et ici, on a mis les ingénieurs Alphand et Barillet Deschamps parce qu'eux, ils ont travaillé sur l'aménagement du bois de Boulogne et des grands parcs végétalisés. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Justement, il n'y en a pas forcément parce qu'à l'époque, chacun travaillait en silo. Et on n'avait pas ces connexions qui étaient faites entre espace vert et gestion des eaux. Donc je vous ai parlé de la transformation des égouts de Paris, ça c'était en 1854. On a eu ensuite la loi sur l'hygiène publique qui a vraiment mis en place tout ce qui est politique hygiéniste dans la ville. Les premiers procédés de traitement par principe des boues activées qui vont ensuite être utilisés dans les stations de traitement des eaux, en fait ça apparaît en 1914. Et la première station d'épuration de France, elle apparaît à Achères en 1940. Donc il faut savoir qu'en fait, avant les stations d'épuration, on rejetait nos eaux vraiment dans les cours d'eau, mais sans traitement. Et donc, à titre d'information, l'essor des stations d'épuration en France, c'est 1960, et la station de traitement des eaux usées de Sausheim, elle apparaît qu'en 1986. Tout ça, c'est une gestion qui est basée sur des techniques de collecte et d'évacuation des eaux, où en fait, on va faire en sorte d'éloigner le plus possible les nuisances liées à l'assainissement et faire en sorte d'avoir ces eaux usées qui soient le plus éloignées en fait. Et c'est un héritage qui se perpétue encore aujourd'hui parce qu'encore aujourd'hui on utilise ce système d'égout et je pense qu'on va l'utiliser encore longtemps.
mais vous allez comprendre qu'il y a des enjeux qui font que ce système, il va falloir au moins l'améliorer, si ce n'est le changer. Parce qu'en fait, on est sur des constants environnementaux forts, des enjeux contemporains, avec le changement climatique en cours. À l'échelle mondiale, en 2024, on était sur du plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le plus 1,5 degré, normalement, il faut l'atteindre à la fin du siècle, selon les accords de Paris. Le fait d'avoir ceci en 2024, c'est problématique. Certes, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment atteint les plus 1,5 degrés, parce qu'il faut faire ça sur un temps long pour savoir si on les a vraiment atteints. Mais en tout cas, on est sur une évolution qui ne va pas dans le bon sens. En France, en 2022, c'était plus 2,7 degrés par rapport à la moyenne de référence 1961-1990, qui est utilisée notamment par Météo France. Et là, en fait, j'ai utilisé pour vous présenter un peu ce qu'on a à l'échelle locale, j'ai repris les données Météo France pour vous faire ce graphique. J'ai aussi utilisé la méthodologie Météo France qui m'a permis en fait de voir en fonction de la moyenne de référence de 1961-1990 les écarts à celle-ci. Entre 1955 et 1990 environ, on voit bien qu'on a des années plus chaudes, d'autres plus froides, ce qui est à peu près normal. Sauf qu'en fait, à partir des années 90, ah oui, et on est sur la station météo de Mulhouse, hein, donc c'est vraiment local, on se rend compte que les écarts ils sont à chaque fois positifs, ce qui montre qu'on est sur un réchauffement super important. Et depuis 2010, on se rend même compte qu'on a une évolution qui est encore plus forte. Voilà. Ça va avoir des conséquences, et notamment plus de précipitations remarquables à certaines périodes. C'est pas moi qui le dis, c'est Météo France. Ça va engendrer évidemment des augmentations des événements extrêmes climatiques, sécheresse, canicule, mais également en lien avec les fortes précipitations, donc les inondations. Vous avez ici l'exemple qu'il y a eu en 2024 en Alsace du Nord, avec les inondations, je crois que c'était en mai si je ne me trompe pas. Et là je vous ai remis en fait, pour vous illustrer les cas de sécheresse, la situation des nappes qui a été une carte réalisée par le DRGM en juillet 2023, où on voit par exemple que dans le Sungo, on était à un niveau très bas. Alors, c'est lié au tout tuyau, mais c'est avant tout lié à l'urbanisation. En fait, c'est l'urbanisation qui va provoquer ruissellement, consommation, rejet d'eau, à travers notamment l'imperméabilisation des sols, tout ce qui va être perte d'espace naturel, forestier ou agricole, qui va engendrer évidemment une perte de services écosystémiques et une pression sur les milieux naturels. Alors, par rapport à la perte d'espace, je vous ai repris les données de l'occupation du sol Grand Est. Sur Mulhouse-Alsace Agglomération, on a consommé environ 540 hectares entre 2010 et 2021. 540 hectares, c'est à peu près 700 terrains de foot, juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur. Et je parlais de pression sur les milieux naturels. Au niveau mondial, on a perdu 68% des populations de vertébrés entre 1970 et 2016. En France, par exemple, c'est 38% des chauves-souris qui ont disparu entre 2006 et 2016. Et en Alsace, 13% des oiseaux qui étaient inféodés aux espaces agricoles, c'est-à-dire qui avaient besoin des espaces agricoles pour vivre et réaliser leur cycle de vie, ont disparu dans la région Grand Est. Et depuis 200 ans, on se rend compte que les extinctions d'espèces sont 10 à 100 fois plus rapides par rapport au rythme naturel. Donc je disais, conséquences, le tout tuyau il va exacerber ses conséquences parce que en fait, et Valentin va en parler mieux que moi, le système actuel il peut engendrer des augmentations du risque d'inondation. Il peut aussi donc, exacerber la pollution des milieux naturels, notamment en cas de forte précipitation. Le fait de ne pas pouvoir infiltrer directement à la parcelle, ça va aussi avoir des conséquences sur le manque d'eau, avec notamment la baisse du niveau des nappes d'eau souterraines. Alors là, c'est pas forcément, c'est lié au tout tuyau, mais c'est surtout lié à l'imperméabilisation. On va avoir des îlots de chaleur qui vont être beaucoup plus importants, notamment avec l'augmentation des températures, du fait qu'on a moins d'espace végétalisé. Et le manque d'espace végétalisé, ça peut aussi altérer la santé mentale. Et là, je vous conseille d'aller voir les dernières études, notamment de Santé publique France, qui est sortie en fin d'année 2024 et qui est super intéressante à ce sujet.
Donc on a des enjeux importants, hein. Adaptation au changement climatique, réduction du ruissellement et de la pollution et amélioration de la qualité des milieux naturels avec bien sûr pour objectif de renforcer la biodiversité en ville. Et là je laisse la parole à Valentin. Merci. Merci Mohamed et merci aussi à l'AFU de nous permettre de parler des eaux pluviales, c'est toujours intéressant. Du coup Mohamed vous a présenté l'histoire du tout tuyau, pourquoi pendant tant de décennies on a pratiqué le tout tuyau et évacué ces eaux pluviales. Il vous a présenté également les constats environnementaux, donc pourquoi, enfin, les problématiques environnementales actuelles et pourquoi le tout tuyau en quelque sorte contribue à ces problématiques environnementales-là. Et moi j'avais envie en fait de vous présenter, avant de vous présenter les solutions techniques, de vous montrer en fait que ce tout tuyau il a des limites aussi hydrauliques. C'est-à-dire que parfois les aménageurs en voient un mythe. Et l'idée un petit peu c'est d'essayer de démystifier cette idée du tout tuyau qui rassure parfois, mais qui a très certainement, et je vais vous le montrer, beaucoup de limites techniques. Du coup, le tout tuyau, en tête de ce système-là, il y a ce qu'on appelle les avaloirs. Alors ça a plusieurs noms, tout le monde voit. Je vais vous montrer comme ça. Si jamais c'est d'accord. Et ça me donne c'est bon. Donc tout le monde voit ce que c'est cet objet-là dans les rues. Donc on appelle ça des bouches d'égout, des avaloirs, des tabourets siphons, des grilles avaloirs, etc. Donc là on parle vraiment d'évacuation de l'eau de pluie dans la rue. Alors ça rassure, on se dit bah, tiens voilà on va mettre une grille pour évacuer, ça va nous protéger, etc. Seulement bah, on se rend bien compte que ces ouvrages-là ont des capacités limitées, même s'ils sont dans des conditions optimales. Donc c'est des petits ouvrages qui font un quart de mètre carré, hein, c'est assez petit. On y rassemble souvent, on y concentre souvent plus de 400 mètres carrés de voirie. Donc c'est des surfaces très importantes. Donc lors d'événements intenses, ces avaloirs, parfois, même en conditions optimales, selon les conditions aussi, selon comment ils sont alimentés, le sens de la pente, de la voirie, etc., peuvent avoir des limites d'absorption en conditions optimales. À cela s'ajoutent des facteurs aggravants qui sont l'encrassement de ces orages-là. Donc il y a des sables de voirie qui sont collectés et qui vont aller il y a un réceptacle qui permet de décanter ces sables de voirie. Selon l'entretien, la fréquence de l'entretien, ça peut limiter, voire même totalement obturer cet avaloir-là. Et du coup, lors d'un événement orageux, on peut avoir de grosses problématiques. Et une autre image que j'ai mise ici, vous l'avez tous constaté, c'est pendant les périodes d'orage, souvent la force de la pluie a même la capacité de faire tomber les feuilles des arbres, même en été. Et du coup, ça génère des macro-déchets qui, eux, peuvent totalement obturer cette grille. Et du coup, on a beau mettre des gros tuyaux derrière, si cet avaloir ne fonctionne pas, tout le système derrière, jusqu'à la station d'épuration, n'est même pas alimenté. Et on a surdimensionné des tuyaux pour rien du tout finalement. Donc si jamais l'avaloir fonctionne bien, bon, ça arrive quand même. Lorsqu'il fonctionne, derrière il y a les tuyaux. On appelle aussi les conduits, tout le réseau d'assainissement, qui peut être unitaire, strictement pluvial ou autre. Donc là j'ai mis des images assez marquantes. Bon, ça c'est une photo que j'ai trouvée sur internet. Ça c'est une photo personnelle que j'ai prise à Biotane. En fait ça montre bien qu'il y a un certain dimensionnement qui est fait. Donc en général les réseaux d'assainissement sont dimensionnés pour une pluie qu'on appelle décennale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais c'est des pluies qui ont une certaine intensité, qu'on retrouve de plus en plus avec les modifications, les changements de régime de pluie que Mohamed vous a parlé. On retrouve ces événements pluvieux de manière de plus en plus récurrente, notamment sur notre territoire. Donc les réseaux sont souvent dimensionnés là-dessus. On a aussi le système de pompage là. Donc là j'ai mis c'est une pompe qui permet de remonter les eaux. Il faut imaginer que le réseau d'assainissement, pour ceux qui ne sont pas experts, c'est pas une pente douce qui va jusqu'à la station d'épuration. C'est une montagne russe et puis dans ces points bas, et ben on a des orages tels que ceux-ci qui sont des postes de relevage, des pompes. Celles-ci sont limitées en débit. Elles ont aussi leurs limites puisque dans les réseaux unitaires, il y a de la graisse, il y a des macro-déchets que les gens peuvent jeter dans les toilettes, comme des lingettes ou des choses comme ça. Donc ça peut se boucher, et puis en période orageuse, les pompes
ça arrive qu'il y a aussi des coupures d'électricité. Donc ça peut aussi dysfonctionner. Les stations d'épuration également sont dimensionnées pour une certaine quantité d'eau. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que depuis la grille jusqu'à la station d'épuration, il y a tout un système qui en fait est limité. Donc il y a forcément à un moment donné un événement, et notamment avec les changements de régime de pluie, où on a des pluies de plus en plus intenses, c'est surtout l'intensité, on a un gros orage sur une courte période de temps qui apporte beaucoup d'eau, qui pose des problèmes, et les réseaux qui ont été dimensionnés à l'époque, aujourd'hui, voilà, on a des doutes sur certains endroits, sur leur capacité à jouer leur rôle d'évacuation, avec des gros risques de débordement. Une des limites, effectivement, vous l'aurez compris, c'est cet effet cumulatif, l'effet boule de neige. C'est toutes les gouttes d'eau sur un énorme bassin versant. Par exemple, là, on est sur le système d'assainissement de la station d'épuration qui est associée à Sausheim. Ça va de Divisheim jusqu'à Sausheim, donc c'est un énorme bassin versant. Voilà, toutes ces gouttes d'eau, elles sont finalement acheminées dans notre réseau. Et puis, au niveau des points bas, on a des problèmes. Donc là, on voit le boulevard Stessel. C'est en 2013, il y a eu un énorme orage. La photo à droite, c'est à Petit-Landau. En 2023, ils ont eu une pluie qu'on appelle un orage trenténal. Donc là, voilà, la personne malheureuse qui habite en bas du village a récupéré toute l'imperméabilisation, et cet effet cumulatif en bas de village, malheureusement, c'est rentré dans son garage. Et quelque chose aussi que les gens n'ont pas forcément en tête aussi. Alors, sur le territoire de l'agglomération de Mulhouse, on a un peu de chance, c'est plutôt plat. Il y a quand même quelques collines, il y a des collines sur Sanen, Hohenstadt, Absheim, Rixheim, etc. Mais n'empêche que ce qu'il faut avoir en tête, c'est tous que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Donc 1000 litres d'eau, ça pèse 1 tonne. Quand on a une toiture, c'est une toiture moyenne à peu près de 200 mètres carrés. Lors d'une pluie décennale, elle génère jusqu'à 8 mètres cubes d'eau. Donc 8 mètres cubes d'eau qu'on va mettre en mouvement, ça fait 8 tonnes d'eau. Juste une maison. Donc il suffit qu'on habite un peu dans une pente. Si vous évacuez cette eau dans un tuyau, ça met 8 tonnes d'eau en mouvement. Donc voilà, ça peut avoir des conséquences dévastatrices qu'on a déjà pu constater. Donc du coup, cette diapo, pour expliquer un petit peu la bascule dans l'ingénierie de cette gestion de l'eau. En ingénierie, en fait, quand il y a une problématique, on apporte une réponse technique. Donc pendant des décennies, il y a une problématique d'hygiène et d'assainissement, ce que Mohamed vous a présenté. La réponse technique, ça a été l'évacuation par le tout tuyau, parce qu'effectivement, on avait peur de cette eau corrompue, il ne fallait pas qu'il y ait de l'eau qui stagne, il fallait évacuer tout ça. Aujourd'hui, les problématiques, alors la problématique hygiéniste, elle est toujours là, mais on la maîtrise. On sait pourquoi on tombe malade, on sait qu'on a avancé en microbiologie, on a avancé dans le traitement des eaux usées, on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui stagne, etc. Donc du coup, les problématiques aujourd'hui, elles sont environnementales. Comme Mohamed l'a dit, c'est l'abaissement du niveau de la nappe, les îlots de chaleur, avec la petite carte issue de l'étude des archipels climatiques de l'AFU, les pollutions du milieu naturel, la biodiversité, etc. À ces nouvelles problématiques techniques, il faut absolument apporter une nouvelle réponse technique. Il faut changer ce paradigme de gestion de l'eau. Et du coup, une des solutions, voilà, c'est la gestion la plus vertueuse de l'eau qui va un peu répondre à tous ces enjeux-là. Alors la gestion plus vertueuse de l'eau, on appelle ça la GDIEP, grossièrement, c'est pas très joli. Ça s'appelle gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Alors intégrer, le mot intégrer, ça s'oppose à dissocier. Donc quand on dissocie quelque chose, pendant des décennies, on a dissocié la gestion de l'eau de pluie. On a créé des ouvrages spécifiques à la gestion de l'eau de pluie. Un puits d'infiltration, ça n'a qu'une fonction finalement, c'est la gestion de l'eau de pluie. Un bassin d'orage, un tuyau, etc. C'est pour évacuer. Un avaloir, là, les grilles, c'est une gestion dissociée. C'est un problème, on règle un problème avec une seule solution. Intégrer, ça veut dire qu'on va chercher une multifonctionnalité. Donc on va intégrer la gestion de l'eau de pluie dans l'aménagement. Et ça va permettre d'avoir une multifonctionnalité. Et qui dit multifonctionnalité, ce qui est en plus très intéressant, dit aussi division des coûts. Quand on a, comme là vous voyez à droite, c'est à gauche, pardon, vous avez un espace vert qui sert de nœud d'infiltration. Et ben, cet espace vert, il a deux fonctions. Il a cette fonction espace vert et aussi gestion de l'eau de pluie. Donc on n'a pas un ouvrage spécifique pour l'un et pour l'autre. Ça permet la biodiversité. On va justement essayer de réfléchir à cette multifonctionnalité.
Donc l'idée c'est de faire de l'eau de pluie une richesse et une ressource. Il y a un indicateur aussi qui est très intéressant, c'est que l'eau de pluie, la quantité d'eau de pluie qui tombe sur une ville, c'est similaire à la consommation de la ville en elle-même sur sa surface. Alors, on ne dit pas qu'on va tous boire de l'eau de pluie, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste de se rendre compte que voilà, ce qui nous tombe dessus, il faut essayer de le garder. Ça permet de tendre vers une résilience des villes et des villages. Donc l'idée c'est de ne pas concentrer l'eau, parce que dès qu'on va la concentrer, dès qu'on va porter des flux, vous l'avez compris aussi, ça peut avoir des effets très néfastes et dangereux. Et du coup, une recherche en multifonctionnalité. Donc ce que je vous propose, c'est juste de vous présenter quelques exemples. J'ai sélectionné 3 exemples. Donc du coup, nous, on a accompagné les communes là, depuis 2021, fin 2020-2021. Il y a à peu près 100-150 projets qui ont été accompagnés sur l'ensemble du territoire pour différents projets d'aménagement, de parking, de rues, etc. On accompagne aussi les particuliers lorsqu'ils construisent une nouvelle maison ou qu'ils ont la volonté de déconnecter leurs eaux pluviales. Une multitude de projets qui va de l'échelle de la parcelle jusqu'à des... peut-être que vous êtes passé en venant sur où il y a la tour Elitis qui est en train d'être construite au niveau de la gare à Mulhouse. Je ne sais pas si vous avez... Peut-être que vous ferez attention la prochaine fois que vous y passerez, mais sur la voirie, il y a des ouvertures sur les bordures pour permettre à l'eau pluviale d'aller dans les espaces verts à proximité. Donc là, on va réussir à gérer une pluie centennale. C'est ce type de projet qu'on accompagne, donc ça peut aller jusqu'à des projets de ZAC tels que celui-ci, et toujours en ayant une vision globale aussi sur l'ensemble du territoire. Alors l'entrée de ville à Brunstatt, c'est un exemple qui est assez intéressant parce que pendant des années, ce site, donc là à gauche, c'est une vue Street View de 2008, donc elle date un petit peu. Mais c'est pour montrer qu'il y a toujours eu un espace vert sur cette place, mais qui servait à pas grand chose. C'était une friche qui était entretenue de temps en temps, et voilà, aucun usage particulier. Les eaux pluviales de la voirie, donc la rue des Mélèzes et de la départementale, étaient collectées et envoyées au réseau d'assainissement, dimensionnées sur une pluie décennale. Donc là, en 2024, la commune a refait cet aménagement. On a profité de cet espace-là pour y infiltrer les eaux pluviales. Ici, vous voyez, enfin, on ne voit pas bien, il y a une grille d'infiltration ici qui allait au réseau. On l'a fermée et on permet à l'eau pluviale d'aller s'infiltrer simplement dans l'espace vert qu'on a modelé en creux. Alors j'ai juste mis, pour revenir sur la partie hydraulique de la chose, c'est peut-être un peu technique, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Cet ouvrage-là, cet aménagement a été dimensionné pour une pluie centennale. Une pluie centennale sur Mulhouse, en 4 heures, c'est environ 70 mm. C'est 7 cm d'eau. Alors si on la concentre, c'est énorme. Par contre, si on la diffuse, c'est pas grand-chose. Donc du coup, le volume de pluie, donc là on a 4500 m² de voirie, multiplié par 70 mm, donc ça fait 315 m3 générés qu'il faut gérer pour cette pluie centennale. Le volume disponible dans les espaces verts, donc là on a 600 m² d'espace vert, on a fait en creux 50 cm en moyenne de creux dans cet espace vert. Ça nous fait un volume de 300 m3. Donc sans prendre en compte l'infiltration qui se fera en parallèle, si jamais on prend une pluie centennale, même si ma moue elle est obturée, mais ça n'arrive jamais, ou saturée, voilà, bah, j'arrive à tenir quasiment le volume centennal, in situ. Donc c'est entre la décennale et la centennale, c'est énorme. Et en plus de ça, bah, ça permet d'arroser. Alors, on prend toujours l'exemple aussi malheureusement des pluies exceptionnelles. Les 80% de la pluviométrie, c'est des toutes petites pluies, c'est 1 cm. 80% de la pluviométrie annuelle, c'est 1 cm au maximum. Donc là, 80% du temps, ces espaces verts vont être arrosés de plus en plus régulièrement, et ça permettra aussi qu'ils jouent leur rôle d'îlot de fraîcheur en période de sécheresse. On va humidifier le sol. Donc c'est une autre photo, parce qu'on voit bien celle-là, parce qu'on voit bien la valeur qui a été obturée. Alors bon, ils ont fait le choix de faire un petit chemin de galets. Personnellement, je ne suis pas fan, mais ça aurait pu être simplement un espace vert en dépression, et ça guide l'eau dans l'espace vert, quoi. Avec une recherche de biodiversité. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est d'avoir les 3 strates de végétation. Donc on a une végétation herbacée, des arbustes et des arbres. Donc ça permet à la fois à la biodiversité de bien se développer. Les oiseaux, etc., ils vont bien aimer. Et en plus de ça, quand on a 3 strates, on a 3 strates de racines aussi. Ça favorise aussi l'infiltration dans le sol.
Alors, un autre exemple, c'est la rue des Mineurs à Pfastatt. Donc on a profité d'un chantier Sivom au bout de la rue, au croisement avec la rue de l'Écluse. On a construit un bassin d'orage, on était obligé de construire pour protéger la rivière qui est juste derrière. La rue, pendant les travaux, a été un petit peu défoncée. Avec la commune, on en a profité pour refaire la rue. Alors, la particularité de cette rue, c'est que, là c'est une vue 2019, il y avait déjà des arbres de présent. Par contre, la difficulté, c'est que le collet des arbres est plus haut que la voirie. Et nous, ce qu'on veut, c'est apporter de l'eau aux arbres. Et surtout, les arbres existants, c'est les arbres qui ont, je ne sais pas, peut-être 15, 20 ans. C'est ces arbres-là qui vont, dans les 10 prochaines années, nous rafraîchir nos villes. C'est les arbres qu'il y a sur cette place, etc. Ce n'est pas les arbres qu'on plante aujourd'hui. Ils vont mettre beaucoup de temps à pousser. Donc, il faut absolument prendre soin des arbres qui sont déjà existants. Et là, on se dit, ben, comment est-ce qu'on peut emmener de l'eau? On a envie de leur emmener de l'eau, mais ils sont plus hauts. Donc, du coup, c'est pas nous qui avons inventé ça, mais je vais vous en parler. Je peux en parler tout de suite. C'est le principe de l'arbre de pluie, donc ces grands lions qui ont inventé ça, parce qu'ils se sont posé la question de... déjà, ils voulaient planter des arbres, et ils se sont dit, mais on a des réseaux partout dans les rues. Alors comment est-ce qu'on peut planter sur les réseaux? Ils ont réfléchi à des systèmes pour protéger, donc là c'est des réseaux enterrés, du télécom, du gaz, tout ce que vous voulez trouver. Donc ils les protègent, et puis on peut planter des arbres. Par contre, effectivement, il y a cette problématique de niveau où les arbres sont plus hauts que la voirie. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire une espèce de petite poche de galette qui va récupérer l'eau de la voirie et diffuser l'eau doucement dans les racines des arbres. C'est tout simple, c'est une très bonne idée. On voit bien. Je reviens sur l'image d'avant. Donc, du coup, là, tout est penté vers ici. On a les ouvertures ici qui permettent à l'eau de s'infiltrer et d'alimenter les arbres. Voilà, eux, ils sont plus hauts, ils sont restés plus hauts, la voirie est plus basse et ils bénéficient de ça. Et du coup, ils vont avoir beaucoup plus d'eau que juste auparavant. Auparavant, les voitures pouvaient se stationner à côté, c'était un sol très compacté. Finalement, il y avait très peu d'eau qui pouvait s'infiltrer dans le sol. Donc là, on a vraiment ouvert la chose et ça permet aux arbres de mieux respirer et d'avoir plus d'eau. Une petite parenthèse aussi, les entrées charretières des gens ont été faites en pavé joint large. C'est des pavés qui ont 3 cm, que vous connaissez tous, vous avez déjà tous vu. Un autre exemple, c'est le boulevard du président Roosevelt à Mulhouse. C'est dans le cadre du projet Les terrasses du musée à Mulhouse. Donc avant, c'est une vue Google de 2015. Pareil, des arbres existants avec finalement 1 mètre sur 1 mètre de fosse. On ne sait même pas s'il y a de l'eau qui peut s'infiltrer dedans. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont chercher de l'eau. Donc c'était une 2 voies. Et dans le projet, il a été décidé de découper à partir de là. On découpe en direction de l'arbre. Et là, vous voyez sur la photo, c'était juste après une petite pluie. On voit que là, c'est légèrement arrosé. Petit à petit, ces arbres reçoivent plus d'eau. Meilleure santé, meilleur développement. Et le piéton, il passe. Alors je vous invite à aller visiter, c'est très joli, c'est un parc. En fait, c'est un parc ici, on ne se rend pas bien compte sur la photo. Le piéton passe là-bas. Avant, ici, là, vous le voyez, c'est les anciens bâtiments Pupa de Mulhouse. Et du coup, tous ces bâtiments-là ont été rasés et ils ont créé une pente douce jusqu'à la rivière. Donc, et ils ont fait un parc. Et du coup, là, il y a une piste cyclable et une voie piétonne qui permettent de circuler. C'est très agréable. Chaque fois que je le fais visiter avec des groupes en formation, je dis c'est assez dingue, c'est un des seuls endroits à Mulhouse où les gens vous disent bonjour et ça ne loupe pas, à chaque fois les gens nous disent bonjour là. Parce que c'est apaisé en fait, il fait frais, on y va en été, il y a de l'ombre de partout, il fait frais, il y a des fleurs, les gens ils se sentent bien là. Ça change d'avant. Et dernier exemple que je trouve super et très ambitieux, et même précurseur, c'est la rue du Manège à Mulhouse, donc c'est tout le secteur place Kléber à Mulhouse, moins connu que celle de Strasbourg, qui en fait a été réaménagé par la ville et le pari qui a été fait et sur notre incitation, la ville, ils nous ont suivis là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo. En fait, là vous avez une gouttière qui va dans le réseau, là les gouttières elles ont toutes été coupées, on a changé la pièce et on fait cracher la gouttière dans un petit massif
Et toutes les gouttières de la rue, je ne les ai pas comptées, mais dès qu'ils ont pu le faire, ils l'ont fait. Et donc en plus de la déconnexion purement, donc quand on parle de déconnexion, c'est déconnecter du réseau. En plus de la déconnexion de la rue, tout avant le pluie tombait sur la rue, était connecté vers le réseau par des avaloirs, les gouttières aussi au réseau. On a déconnecté la rue, donc ça c'est des pavés qu'on appelle passeros. Ils ont 5 mm de joints, donc c'est pas des vrais joints larges, mais ça permet quand même d'absorber un petit peu. Ce qui n'est pas absorbé de part et d'autre, on a des espaces verts. Donc la rue est 100% perméable, et en plus de ça, on a déconnecté d'énormes surfaces de toiture. Donc l'effet, ça va être là c'est à la réception du chantier. Hein. Là, les plantes sont pour l'instant très petites, c'est un tout début d'année là. L'effet, ce sera bien sûr l'amélioration du cadre de vie, hein. C'est des logements sociaux aussi, de la fraîcheur, voilà. Et en plus on délaisse le réseau d'assainissement, on contribue au rechargement de la nappe, on va alimenter en eau de manière gratuite les espaces verts, donc c'est tout bénéfice. Et les gens, ils vont se garer où maintenant avec leur véhicule? Alors, c'était aussi une volonté. Alors, la ville, justement, c'est un postulat après des communes de proposer des petits silos ailleurs, de leur proposer des places de stationnement ailleurs. Il y a encore quelques places, elles ont été réduites, certes, mais il y en a d'autres qui ont été créées ailleurs. Non, c'est circulable. Ouais. Juste au bout de cette place, peut-être qu'il y en a qui connaissent, il y a la boucherie voilà, Wittmann, qui est au niveau de cette place Kléber dont j'ai évoqué, donc c'est au bout de la rue du Manège. Et du coup, là aussi, on voit que, je trouve ça vachement bien dans la multifonctionnalité, là, la gouttière envoyée au réseau d'assainissement, là, ils ont créé une place de stationnement devant la boucherie, en pavé joint large, donc qui est perméable, et la gouttière vient cracher sur ces pavés. Donc, la structure sous les pavés a été dimensionnée pour pouvoir gérer la surface de toiture qui est associée. On est dans la multifonctionnalité. Rue des Corneilles, c'est juste entre la place Kléber et le pont, je sais plus comment il s'appelle, le pont du Coran, je crois. Des Noyers, pont des Noyers, merci. Donc c'est juste entre ces deux endroits, pareil, il y a des logements sociaux, et voilà, on a créé des espaces verts, voilà, bien plus agréables. Alors, merci Valentin pour cette présentation qui était vraiment intéressante. Donc vous l'avez vu, on a des enjeux environnementaux majeurs, hein, que ce soit le changement climatique, la pollution, la perte de biodiversité. Et en fait, la gestion actuelle qu'on fait par le tout tuyau, elle ne suffit plus à répondre à ces enjeux. Et du coup, on a une nécessité de revoir tout ce système à travers les différentes techniques qui ont été présentées par Valentin, que ce soit l'infiltration in situ, la végétalisation. Et surtout, vous l'avez vu, c'est des exemples locaux. Donc c'est super intéressant et c'est aussi super inspirant. Et là, je vous propose de, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci pour votre attention. Avec ces dispositions, il y aura moins d'eau qui arrivera à la station d'épuration de Saussagne. Et les fonctions de cette station d'épuration, c'est aussi le recyclage ou la récupération d'énergie, je ne sais pas, elles vont baisser. Alors les boues proviennent des pollutions organiques, enfin c'est des boues organiques qui ne proviennent pas de l'eau de pluie. Ça vient des eaux usées tout simplement. Donc ça, les eaux usées, on va continuer de les envoyer à la station. Alors la quantité d'eau, c'est le but justement, c'est de réduire la quantité totale d'eau, parce qu'il y a trop d'eau de pluie, on a à peu près 25 millions de mètres cubes par an traités à la station. Alors j'ai pas le ratio par rapport à combien d'eau de pluie on envoie, parce qu'il y a aussi les eaux claires qui proviennent des eaux souterraines, etc. Mais voilà, le but c'est quand même de réduire cette quantité d'eau. L'eau de pluie en fait n'a rien à faire n'a pas à être traitée en station d'épuration. Pour compléter la remarque, vous parlez de 25 millions de mètres cubes traités à Saussagne. Oui. Pour mémoire, l'eau qui est distribuée dans le réseau, donc l'eau potable distribuée qui est censée retourner à la station d'épuration, sur le même périmètre, c'est de l'ordre de 10 millions de mètres cubes. Donc, ça veut dire 10 millions, ce qui arrive à la station, la STEP, c'est 10 millions de mètres cubes d'eau usée domestique et 15 millions d'eau pluviale.
Donc si on a moins d'eau pluviale, on n'est pas encore en péril sur le fonctionnement de la station. Et il faut savoir aussi, vous l'avez évoqué, mais je trouvais que ce n'était pas assez explicite, quand il y a un très gros épisode pluvieux, il y a trop d'eau qui arrive à la station d'épuration et la station ne peut pas tout traiter. Et à ce moment-là, on risque toujours d'avoir de l'eau mélangée eau de pluie et eau usée domestique qui déborde et qui retourne au milieu naturel. Donc la fonction assainissement ne travaille pas. Et il faut aussi garder cet élément en jeu. Donc je pense qu'on est avec ce qu'on peut faire comme infiltration, et puis il y a des zones où on ne pourra pas tout infiltrer, je pense que le problème de mettre la station d'épuration à sec n'est pas encore d'actualité. Oui, je voudrais rajouter une problématique qui permet, où l'infiltration de l'eau dans les rues pourrait résoudre. C'est le moustique tigre aussi. On le voit nous à la ville de Huningue, dans le secteur des Trois Frontières, où on est très très colonisé. C'est vrai que dans les centres-villes, c'est principalement là où le moustique va se développer, dans les tabourets siphons, le petit fond d'eau qui reste, notamment l'été quand il ne pleut pas forcément toutes les semaines, qui permet d'évacuer ce petit fond. C'est très compliqué. Et moi je sais que j'essaie vraiment, en tout cas j'essaie de prévoir ou d'anticiper ou de travailler sur ça aussi, en plus de tout ce que vous avez évoqué qui est indispensable pour nos villes, notre adaptation. Il y a ce risque sanitaire qui est rajouté très récent, c'est vraiment très récent chez nous. Et ça permet aussi de résoudre en partie. On est blindé sur la question du moustique parce qu'on est très souvent sollicité. Alors, contrairement aux idées reçues, justement, c'est pas parce qu'on va créer un espace vert en creux que c'est pas un milieu qui va plaire aux moustiques. Il a besoin de 8 jours pour se développer. Donc, ces orages-là sont dimensionnés pour se vidanger en 5 jours grand maximum pour des gros événements pluvieux. Alors qu'effectivement, le temps est plutôt propice au développement du moustique. C'est l'autre côté. Moi j'avais une question, Valentin. Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a beaucoup de réticence à passer à une gestion différente? Alors, on peut parler du coût, mais en même temps, il y a un coût qui n'est souvent pas considéré, c'est le coût des enjeux environnementaux. Mais est-ce qu'il y a encore des réticences? Quels sont les arguments, les contre-arguments de personnes, d'élus, d'aménageurs qui disent non, on va rester dans le classique? Vous voyez vraiment une évolution? Il y a une évolution. Les gens sont plutôt, je veux dire, c'est pas trop, il n'y a pas trop de contradictions à tendre vers ça. Après, effectivement, ça dépend vraiment des cas. S'il faut créer des espaces verts, il y a des questions d'entretien d'espaces verts. Même si on dit de plus en plus, finalement, les espaces verts, ça ne demande pas tant d'entretien que ça, ça dépend après de la volonté des communes. On a peur aussi, lorsqu'il y a des sols qui sont un peu infiltrants, on a souvent l'argument sol argileux, chez nous ça ne marche pas, on a de l'argile, on a du leuce, etc. Alors nous, on déconstruit cette idée reçue en expliquant que finalement le type de sol ne va influencer que sur un des paramètres de l'infiltration, qui est la vitesse d'infiltration, alors que nous, ce qu'on veut chercher, c'est un débit d'infiltration. Et un débit d'infiltration, c'est une vitesse multipliée par la surface. Donc lorsqu'on a une vitesse qui est faible, donc un sol argilo-leucique, qui a une vitesse d'infiltration qui est lente, mais il va falloir chercher une surface d'infiltration plus grande pour avoir un débit d'infiltration plus grand. Et c'est possible partout. Là, à Brunstad-Idenheim, c'est de l'argilo-leucique. Je suis allé à une pluie décennale, il y avait ça d'eau et en quelques heures, il n'y avait plus d'eau. Ça marche très bien, il suffit de vraiment bien diffuser. Après, oui, il y a encore quelques réticences. Les gens, c'est pour ça que j'ai commencé ma présentation sur la déconstruction du tout tuyau, parce qu'ils sont rassurés de mettre une grille. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on met des aménagements comme ça, ils sont rassurés d'avoir une surverse au cas où. Alors je leur dis, mais attendez, cette surverse, attention aux surverses aussi, parce que si elle n'est jamais sollicitée, et qu'on compare vers le réseau, votre tabouret siphon, au bout d'un moment, il va se vidanger, il risque d'y avoir des remontées d'odeur. Le rôle d'un siphon, c'est aussi qu'on ne ressente pas les égouts. Si cette n'est jamais sollicité... Oui, il y a des coûts de curetage aussi. Après, je n'ai pas encore parlé des coûts, effectivement. Qui sont déconnectés, il y a ces coûts-là qui s'enlèvent. Oui. Après, effectivement, alors, sur les coûts, on a aussi, quand on présente, par exemple, des pavés joints larges. Alors, le coût des pavés,
en tant que tel, c'est entre 50 et 60 euros, en plus de du mètre carré. En plus de la structure qui est en dessous, ça peut être plus cher que de l'enrobé. Sauf que ce que les gens ne comparent pas, c'est que si on met de l'enrobé, il va falloir aussi, de l'enrobé imperméable, il va falloir aussi gérer l'eau pluviale derrière. Et l'eau pluviale, il faut aussi un avaloir, il faut un tuyau, etc. Donc quand on regarde enrobé plus système d'évacuation d'eau, avaloir, tuyau, etc., et qu'on compare ça avec un revêtement qui est perméable, ou encore mieux un espace vert, il est beaucoup moins cher, puisqu'on a deux fonctions. Donc on arrive à les déconstruire, mais ça peut prendre du temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former les entreprises de travaux Si, tout à fait. publics? Parce que souvent on a des réticences, là on est en train de faire la place de l'Odertingen, Oui. mais c'est vrai qu'il faut. C'est aussi une culture d'entreprise, il y a des choses Tout à plus fait, faciles et ils ne connaissent pas. Pour l'histoire de la place de Wunderkingen, on travaille avec le SCIN, donc on a fait énormément de projets avec eux. Effectivement, après, ce qui est important déjà, c'est dans la commande, que les communes passent. C'est le cahier des charges. C'est sûr que si on dit faites-moi la rue, eux ils vont faire comme ils savent faire depuis des années. Ils vont pas se casser la tête, plus vite c'est fait, mieux c'est. Par contre, on dit faites-moi la rue, mais par contre, je veux 0 tuyau. Ah, là, ça commence déjà, il faut se creuser un petit peu plus la tête et il n'y a pas tout le monde qui répond. Il y a les meilleurs là-dessus qui répondent. Et nous, notre rôle aussi, c'est de former les acteurs locaux. Donc, je procède à des matinées techniques avec les bureaux d'études, on rencontre les entreprises sur le terrain, on suit les chantiers, etc. Donc, ça avance quand même là-dessus. Paul, par rapport au coût de l'aménagement, il y a des outils de grille de lecture en fait, pour faire les choix d'aménagement, qui s'appelle le coût global de l'aménagement, où en fait on prend en compte les travaux, mais aussi la gestion et l'entretien derrière, et voir les impacts aussi collatéraux, entre guillemets, sur les autres thématiques et les externalités positives ou négatives. Et avoir cette approche au départ permet peut-être aussi aux communes de faire des choix sur un terme. Ouais. Et une autre question du coup par rapport au. Donc quand on a une pluie après une longue période de sécheresse, donc ça, la pluie va commencer par lessiver la surface des voiries et du coup amener une certaine pollution dans les espaces verts. Du coup, c'est géré. Il y a des dispositifs particuliers pour retenir un peu cette pollution ou c'est simplement intégré Alors il faut toujours. J'ai pas parlé de l'aspect pollution sur le tout tuyau. Le tout tuyau, finalement, on concentre la pollution. On va la concentrer, on prend 400 mètres carrés de voirie en un seul point. Et en plus, donc ça va se mélanger avec les eaux usées des gens et ça va déverser vers la rivière. Donc là, c'est pollution au max. Donc la pollution, ce qu'on va essayer de faire, effectivement, c'est de la diffuser, tout comme le flux. Je parlais plus de volume, etc. Là, c'est lié. Le volume et la pollution sont liés. Donc déjà, quand vous avez entre 450 mètres carrés de voirie qui arrive en un point et on a une bande de 6 mètres de voirie qui ruisselle dans une noue, la pollution de la goutte d'eau qui va ruisseler sera beaucoup plus faible à arriver à la noue. Alors il y en a quand même une, il y a des études qui sont faites là-dessus bien sûr, et ce qu'on constate en fait, c'est que plus le sol est vivant, c'est là aussi, ça c'est l'étape d'après, c'est d'être exigeant avec les entreprises sur le type de sol qu'on va mettre. Plus le sol va être riche en matière organique, plus il va être végétalisé, vivant. Il y en a même qui disent qu'il faut rajouter des vers de terre pour l'aérer, pour créer quelque chose de vivant. Et il y en a qui disent aussi qu'il faut rajouter des champignons locaux, parce que là, on en parle de plus en plus, tout cet aspect de champignons. Quand on a un sol vivant, riche en matière organique, la pollution va rester dans les 30 premiers centimètres du sol. Et très peu migrer. Tout ce qui est métaux lourds, alors les hydrocarbures, il y a des bactéries qui sont capables de les dégrader dans la noue. Et tout ce qui est métaux, ça va s'absorber dans les premiers centimètres de sol et également puiser dans les végétaux. Ça demande peut-être sur certains endroits qui sont beaucoup circulés, un curage à une fréquence à définir. Quand on est sur des zones d'habitation, la pollution apportée est très faible. Il y a de moins en moins de voitures qui perdent de l'huile, etc. Il peut y avoir une pollution accidentelle, ça c'est sûr. Mais voilà, tout ça pour dire que ça se gère et bien mieux que si ça doit partir au réseau. Est-ce qu'il est possible justement d'aller vers la fin du tout tuyau sur des grandes voiries de plus de 1 km, 1,7 km, ou c'est des petits tronçons? Est-ce qu'il est possible de refaire toute une voirie de 1,7 km? Bien sûr. Ça dépend après, voilà, c'est le périphérique de Paris, on évitera d'envoyer parce que ces eaux effectivement sont très chargées. Après, tout dépend de l'usage de cette voirie.
Mais c'est tout à fait possible, oui. On a déjà fait des tronçons très longs avec des îlots, hein, parce qu'il y a les problématiques d'entrée chartière. Effectivement, ça demande au bureau d'études de se casser un petit peu plus la tête. Où est-ce que je peux caser mon espace vert? Où est-ce que je vais caser des places de stationnement perméables? Comment je vais gérer ici? Ça compte sur des projets aussi longs. C'est souvent des solutions mixtes. Il n'y a pas une solution pour un projet. On utilise plusieurs solutions. Donc ça demande plus de temps de réflexion. Avant la mise en œuvre. Avant, c'était une plaque de bordure, des TS tous les 50 mètres, et c'est parti. Ça change un petit peu. Oui, j'ai une question par rapport aux particuliers, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, de communes, mais quels sont les leviers par rapport aux particuliers qui n'hésitent pas à l'enrober pour mettre ma voiture, et puis surtout quand je suis en talon, il ne faut pas que le talon aille dans les gens à l'arche, comme vous dites. Il y a encore une grosse partie aussi qui est de problématiques privées. Est-ce que vous avez une prise là-dessus? Alors on a une prise sur les permis de construire. Sur les permis de construire, donc on répond, le CIVA montrait tous les permis de construire et on leur met l'extrait du règlement d'assainissement collectif du territoire qui dit qu'il appartient à tout porteur de projet de gérer ses propres eaux pluviales en privilégiant les solutions surfaciques basées sur la nature, les revêtements perméables, les tranchées d'infiltration, les puits d'infiltration. Je ne sais pas si c'est bien saisi ou pas. En général, les gens ils aiment bien mettre un puits d'infiltration chez eux, malheureusement. On essaye de les... Il y a des endroits où ça fonctionne bien, des endroits où ça fonctionne moins bien. Sur Bervillers, on a refusé un permis de construire parce qu'ils ont proposé un puits. On dit mais non, là vous êtes dans de l'argile très dure, le puits d'infiltration ne fonctionnera pas. Il faut trouver une solution plus en surface pour gérer vos eaux pluviales. Donc, on a un droit de regard parce que mais nous, si vous voulez, on a la compétence eau pluviale publique. On ne peut pas imposer aux gens, c'est pas nous qui allons entretenir le dispositif des gens. Donc c'est eux qui ni le payer. Donc c'est les gens qui mettent ce qu'ils veulent. On a un droit de regard par contre sur l'efficacité du système qu'ils proposent. Mais pour les constructions neuves, pour les constructions existantes, alors malheureusement, effectivement, si maintenant il y a une maison où il y a, je sais pas, une cour en espace vert, ou je sais pas, en pavé-jean large, et que ça change de propriétaire et que ça arrête, et qu'il décide de faire une cour en enrobé, il n'a pas besoin de déposer un permis pour faire ça. Et il peut très bien tenter cette cour vers la voirie. Ça, je l'avais mis un peu aussi quand je parlais de l'effet cumulatif. Un réseau, c'est dimensionné, ou même une noue dans la rue, elle est dimensionnée pour l'espace qui est dans la voirie publique. Alors on prend bien sûr une certaine marge, mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'imperméabilisation complémentaire que les gens peuvent faire, voire même d'autres parcelles qui se construisent et qui aggravent la situation. Donc ça, c'est une problématique aujourd'hui où on a du mal à... Par contre, les PLU peuvent aussi imposer un pourcentage de surface perméable et nous, individuellement, on incite vraiment les gens à, quand ils construisent, etc., à se prévoir une citerne conséquente, enterrée, et quand on leur fait prendre conscience que 6 mètres cubes d'eau de pluie disponibles pour le jardin, etc., que c'est très intéressant financièrement dans la durée. Bien sûr, une citerne coûte cher, mais on les motive aussi un petit peu pour l'avenir des générations futures, quoi. Alors, je pense que les gens sont sensibles aujourd'hui, plus qu'autrefois. Oui, alors j'aimerais juste nuancer les propos par rapport aux cuves de récupération. Alors les cuves de récupération, ça va plutôt concerner l'économie d'eau potable. Ça a plus un rôle en période estivale pour arroser son jardin, etc. Mais ça récupère le pluvial. Ça récupère l'eau. Ce qui va nous intéresser, c'est comment gérer la surverse de cette cuve. Parce qu'il y aura une bonne partie de l'année où les gens ne vont pas utiliser cette cuve s'ils n'ont pas leur toilette branchée dessus ou leur machine à laver branchée dessus. Si c'est simplement pour arroser le jardin, toute la période de septembre, peut-être d'octobre à mars, on n'est pas utilisé. Et c'est là où on a la plus grosse pluviométrie, quantité pluviométrique annuelle. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est comment on gère la surverse. L'idée, c'est que cette surverse ne parte pas vers le réseau, mais qu'elle soit infiltrée. La difficulté, c'est que quand on enterre une cuve, la surverse, elle est souvent enterrée aussi. Donc ça demande un dispositif d'infiltration enterré qui coûte aussi. Donc ça peut être une tranchée d'infiltration, une poche de balai, un puits d'infiltration. Les cuves de récupération, c'est plus facile à gérer quand elles sont hors sol et de traiter le trop-plein directement dans l'espace vert. Mais quelque part, dans la gestion, dans le but de ne plus envoyer l'eau dans le réseau et de l'infiltrer à la parcelle, c'est pas toujours une bonne idée. C'est une bonne idée pour l'économie d'eau potable. C'est un besoin d'arrosage, etc. Ça permet d'être quelque part résilient. Mais de ce point de vue-là, il ne faut pas confondre les deux choses.
Et pour en revenir au particulier, celui qui veut par exemple refaire ses extérieurs de manière un peu plus durable par rapport à ça, où est-ce qu'il trouve des infos? Où est-ce qu'il peut faire des choix différents? Alors, il peut contacter le CIVOM, il y a un site internet qui s'appelle l'Adopta. Donc l'Adopta, c'est une association mandatée par l'Agence de l'eau, Rameuse, qui a un site internet avec différentes vidéos explicatives. Nous aussi, on va se développer là-dessus. Depuis 2020, notre cheval de bataille, ça a été plus le domaine public, tout en accompagnant les projets neufs. Par contre, on a effectivement encore du travail sur la partie accompagnement du particulier. Ouais. On a mis un dispositif depuis l'année dernière d'aide à la déconnexion, donc, qui est en place. On n'a pas encore communiqué dessus, parce qu'on a changé de chargé de communication. Donc, faut que ça se mette en place, il faut faire un truc un peu joli, etc. En fait, et l'idée, c'est que de ce dispositif-là, c'est d'aider financièrement les gens qui font la démarche de se déconnecter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens réglementaires de les obliger à se déconnecter s'ils ont été autorisés à le faire par le passé. Donc, du coup, on essaie de les inciter, mais ça reste incitatif. Et c'est finalement les gens qui font cette démarche, c'est une infime partie du territoire. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de messages qui passent. C'est pas dans son info. Il y a des messages par rapport La à l'isolation, par rapport à tout ça, mais pour le reste, il y a peu de messages. La sensibilisation, ça fait partie des leviers sur lesquels on doit travailler, tout à fait. Et juste le levier par rapport à des particuliers qui ont des cours imperméables. Oui. Donc l'eau va sur le domaine public. Réglementairement, normalement, ça ne devrait pas. Et quand ça a lieu, il n'y a aucun levier. Quels sont les leviers? Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire le tour de toutes les communes de la Campagne. Et c'est vraiment un problème récurrent. Il y en a beaucoup. Et ça fait des volumes, je pense, au final, en termes de change du réseau, qui sont importants. Alors nous, chez nous, on a un levier pour les problématiques d'erreurs de raccordement. Si par exemple, il y a un changement de propriétaire d'une maison qui a une fosse septique, que c'est pas raccordé sur le réseau public, donc les eaux usées ne sont pas raccordées, donc ça c'est une problématique d'assainissement. Là il y a un levier qui peut être levé, donc on peut augmenter la taxe assainissement. Par contre pour les eaux pluviales, c'est plus compliqué. L'eau pluviale, c'est une autre assiette. C'est le budget général, c'est les impôts, alors que l'assainissement c'est la taxe assainissement. Et là ça devient compliqué réglementairement. Et le levier financier de sanctions, aujourd'hui, on l'a pas. On va demander à la personne de. Non, après, la solution, ça peut être un arrêté préfectoral où on a démontré au préfet qu'il y a un vrai enjeu sur ce territoire-là, en disant voilà, là, il faut absolument, ça s'est déjà fait ailleurs, plutôt que, c'est dans les Vosges, ils ont fait un truc comme ça, plutôt que de devoir construire un bassin d'orage parce qu'il y a une pollution, c'est souvent aussi quand il y a une pollution au niveau de l'eau potable. Là, il faut absolument réduire les quantités d'eau qu'on envoie dans les réseaux, arrêté préfectoral, on accompagne tout le monde à se déconnecter. Et le règlement d'assainissement, pardon, c'est que prescriptif. Le règlement, il donne des prescriptions. Et après, à charge aux gens de l'intégrer ou pas avec vous, votre. Oui, sur l'eau pluviale. Oui, alors la règle, c'est l'infiltration à la parcelle. C'est prescriptif. Non, s'ils ne le font pas, ils ont une non-conformité. Alors bon, ils peuvent vivre avec leur non-conformité. À ce jour, on n'a encore jamais appliqué la surtaxe par rapport à ça. Ça, on l'a encore pas fait. Mais après, on les suit, on essaie de trouver une solution. En général, ils comprennent qu'ils doivent infiltrer. Ça n'existe quasiment plus. Je dirais, c'est un dossier sur 50 où il n'a pas compris qu'il doit infiltrer la parcelle. Et finalement, après, on arrive quand même à trouver un système. Non, mais ce qu'il y a, sauf erreur, dans les constructions récentes, maintenant, il y a des obligations de tampons pour limiter la vitesse nous, ça ne nous intéresse pas, ça, forcément. Alors, ça se faisait, la limitation de débit, par exemple, du 2 sur l'hectare. Je le cas d'une résidence pas très vieille à Lissal. Oui. Je sais qu'il y a ça dépend des cas. Un volume de, je sais pas, je crois 60 mètres ou un truc comme ça, pour limiter, qui après relargue avec un débit contrôlé, quoi. Ça dépend des cas, de l'espace sur la parcelle. Nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que plutôt que de mettre un dispositif donc c'est des débits qui sont très faibles, c'est parfois des trous de crayon qui structurent, et du coup il y a la surface qui part. Parce que qui dit débit limité, dit volume de stockage en amont, comme on l'a dit, 60 mètres cubes, c'est énorme, ça coûte très cher, c'est des tubosaidaires à enterrer, etc. Nous, ce qu'on dit, mais plutôt que d'utiliser de l'espace pour mettre un tuyau, mettez une zone d'infiltration en fait, et ça fonctionnera mieux. Mais ça dépend des cas. Cette résidence, très certainement qu'elle est très enclavée, il n'y a pas de place. Parfois, pour infiltrer les eaux pluviales, on n'arrive pas à faire.
mais ce qu'on arrive à faire aussi, c'est sur les toitures. Par exemple, on fait de la limitation de débit en toiture. Si c'est végétalisé, c'est encore mieux, mais on arrive à utiliser l'acrotère, la hauteur sur le toit pour stocker 7 cm d'eau, c'est la centennale, c'est jouable. Structurellement, souvent ça passe aussi, quoi. Alors je rebondis sur les valeurs. Où est-ce qu'on trouve les valeurs à jour des différentes pluies centenales, décennales? C'est Météo France qui les fournit, mais il faut les payer. Ah, il faut les payer. Ouais. Après là, ce que je vous ai donné, c'est... si vous voulez, on est sorti, on est passé le tout tuyau, c'était un peu du domaine de l'hydraulicien. Donc voilà, il y a l'NGS à Strasbourg qui font des calculs savants. C'est hyper calibré, voilà, un bassin d'orage, un tuyau ça a une certaine rugosité, un bassin d'orage ça a une certaine taille, c'est un certain débit limité avec un vortex, etc. C'est quelque chose qui est calculé, fabriqué en usine, c'est très matheux. Et on est passé donc de ce paradigme-là, des professionnels qui sont là-dedans, à quelque chose où on envoie de l'eau dans une noue. Voilà, les mathématiciens ils ont commencé à se gratter la tête, parce que, mais punaise, là mon modèle entrée d'eau, sortie, avec mon vortex bien calibré en usine, là j'ai de l'entrée d'eau vers une noue. Ah mince, ma noue, si elle est sèche, elle ne se comporte pas pareil que si elle est complètement saturée, ou que s'il y a de l'eau comme ça. Et en fait, c'est hyper variable dans le temps. Et quand même les choses qui sont très calées, quand on a une lingette qui a embouché le truc, je bossais chez Suez avant, j'avais déjà vu, ça n'a pas de sens en fait de calculer des choses. Faut en fait avoir des ordres de grandeur. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est d'être pragmatique. On se dit une pluie intense, grand maximum, c'est 4 heures. On prend les statistiques, les données statistiques Météo France, ils nous disent une pluie décennale, c'est 40 mm en 4 heures, trentennale, c'est 50 mm, centennale, c'est 70 mm. Ça s'observe, on a des pluviomètres, on regarde, ah ouais, là, on a eu un orage intense, ah ouais, effectivement, là, on a eu 30 mm qui est tombé, ok, on était proche d'une décennale. C'est des choses qui sont observables et mesurables et pragmatiques. Et sans prendre en compte le débit d'infiltration, on se dit, voilà, on a un volume généré, une quantité d'eau, on prend ma toiture, ou ma rue, ça fait 2000 m², j'ai tant et tant de volume d'eau. Mon creux de la noue, ça c'est physique. Alors quand bien même, il faut réussir à expliquer au service technique derrière qu'il ne faut pas les remblayer parce que ça l'embête d'être un peu penché avec son tracteur, c'est encore un autre problème. Mais du coup, on a un creux de noue qui a un certain volume qui est calculable, comme je l'ai fait sur le diaporama d'avant. Et ça, c'est quelque chose de très pragmatique dans le dimensionnement. Et on se rend très vite compte que ça fonctionne. Il y a du travail. Ouais. Bah, je me bats pas mal avec les bureaux d'études, justement. Même sur les permis récents, il y a très peu de choses. Sur les permis récents qui sont octroyés, enfin récents. Après, sur les, effectivement, comme dit, sur les... Il y a très peu de choses qui sont demandées. Sur le domaine privé, comme dit, il y a encore du travail, effectivement. On accompagne. Les bureaux d'études se forment aussi. Ils savent aussi que ça coûte moins cher. Je suis allé rencontrer Batige, qui est un gros constructeur de maisons individuelles dans le secteur. Je suis allé le voir, j'aurais dit, écoutez, là, il y a des économies à faire dans vos projets. Plutôt que de prévoir 10 000 m3 de système, de cuves d'infiltration, plus que les gens finalement n'utilisent pas toujours, et puis une infiltration, j'ai le devis de la personne qui construit sa maison. Je dis, mais moi, pour 40 €, je vous mets un coude de gouttière qui crache dans un espace vert en creux, et puis c'est parti, quoi. Et là, ça intéresse les constructeurs, par contre. Et ce qu'on leur dit aussi, et ça c'est dans le SDAGE dit que si le réseau d'assainissement n'est pas conforme, on n'a pas le préfet a le pouvoir de ne plus autoriser l'urbanisation. Et ça s'est fait dans des régions en France. Et ça c'est la vérité. Donc on dit les constructeurs, les lotisseurs, etc. Si vous continuez à faire des choses comme ça, attention, votre métier est en péril. Après, il y a une action quand même sur le PLU qui est très forte, oui. Puisqu'on peut, là on a mis dans le dernier PLU que 50% de la surface doit être perméable, et puis obliger les collectifs, tous les parkings extérieurs doivent être perméables aussi, en pavé, pas de matériel partout. Oui. Alors, les élèves, il y a des questions. Ce que je vous propose, c'est que l'exemple de la rue du Manège avec les gouttières qui infiltrent l'eau dans le sol. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'humidité des fondations des immeubles? Ils ont mis deux choses très rapides. Ils ont mis un delta MS contre le paroi, donc c'est une membrane imperméable pour protéger ça. Le constat aussi est que c'est pas votre petite quantité d'eau de pluie qui va créer une grosse humidité dans le sous-sol. Dans Mulhouse,
et pour avoir visité quelques cas, le côté où il y a des problèmes d'humidité, c'est le côté rue, quand la rue est imperméable, parce que le sol ne respire pas. Alors que quand on ouvre, le côté arrière de la maison respire avec de l'espace vert, et il n'y a pas de problème. C'est souvent comme ça. Et du coup, le fait de rendre perméable la rue, ça va permettre au sol de respirer. Et ce n'est pas les quelques quantités d'eau de pluie, sauf bien sûr problématique de rentrée de réseau, problématique structurelle de votre cas, ça ne maîtrise pas. Mais voilà, c'est maîtrisable. Alors il est 9h05, je vous propose qu'on arrête ici pour les questions. Il y a juste une question, la dernière fois. Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des textes en préparation Des textes de quoi? Des textes en préparation, des directives, des rapports pour voir la gestion de l'eau au niveau européen. Sa gestion durable ouais, oui, en fait tout ça part de la directive cadre européenne qui impose le bon état écologique des cours d'eau. Et en fait c'est l'agence de l'eau qui se fait porte-parole de ça et qui applique ce règlement-là et demande aux collectivités d'ici à certaines échéances d'années d'avoir des masses d'eau qui sont en bon état écologique. Oui. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, c'est pour ça que l'agence de l'eau aussi aide ce type de solution. C'est pour délester les réseaux, pour ne plus avoir d'impact sur les délais, en partie. Bah, je vous propose qu'on continue les échanges, mais plutôt de l'autre côté.